On plonge aujourd'hui dans une histoire qui, sur le papier, ressemble à une simple news de foot, mais qui est en réalité un véritable drame en plusieurs actes. Ah oui? On a sous les yeux un article de wisport.com sorti ce matin même, le 8 décembre 2025, et qui nous raconte une tension maximale autour d'un joueur, Ismail Jacobs, un international sénégalais qui joue en Turquie à Galatasaray. Et ce qui est fascinant, c'est que ça dépasse, mais alors très largement, le cadre du sport. On est vraiment au carrefour de la loyauté, de la pression économique, des ambitions d'un club Et puis, et des espoirs de toute une nation. exactement, le Sénégal, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et au milieu de tout ça, il y a la santé d'un homme. Et surtout une déclaration de son entraîneur qui est ahurissante. C'est ça qui m'a accroché. C'est pas tous les jours qu'on entend un coach de ce niveau admettre publiquement, presque fièrement, qu'il est prêt à prendre un risque majeur avec l'intégrité physique d'un de ses joueurs. Absolument. On va décortiquer cette histoire parce qu'elle en dit vraiment très long sur les coulisses parfois brutales du foot pro. Bah oui, on est sur de l'info à chaud, un moment de décision critique capturé sur le vif. C'est ça qui est passionnant. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu. Pas très loin, juste au 25 novembre. L'article nous rafraîchit la mémoire. Hmm. Galatasaray joue un match de Ligue des Champions contre des Belges, la Royale Union Saint-Gilloise. Et là, c'est le scénario classique. Ismail Jacobs sort, blessé au mollet. La blessure au mollet, c'est la hantise des joueurs de couloir comme lui, des sprinters. Le diagnostic officieux, en tout cas ce qu'on attendait, c'était quoi? 2 semaines d'absence. 2 semaines, c'est ça? C'est le protocole assez standard pour ce genre de lésion. Ça veut dire du repos, des soins, une reprise très très progressive. Logiquement, il devait manquer le gros match qui arrivait. Logiquement, oui. Et c'est là que notre histoire prend son premier virage surprenant. Alors que tout le monde, et j'imagine le staff sénégalais aussi, s'attendent à le voir encore sur le côté, l'article nous apprend qu'il a repris l'entraînement collectif. Déjà, Déjà, on est à la veille d'un match capital et le voilà sur le terrain. Ça paraît incroyablement rapide, non? c'est plus que rapide, c'est une prise de risque dès cette étape-là. Normalement, un joueur reprend avec le groupe plusieurs jours avant d'eux, ne serait-ce que prétendre à une place sur le banc. Là, on a l'impression qu'on grille un peu les étapes. Carrément. Et pour ajouter une couche de dramaturgie à tout ça, ce match, c'est pas n'importe lequel pour lui. Galatasaray se déplace au stade Louis II pour affronter l'AS Monaco. Son ancien club, le club où il s'est révélé. C'est presque un scénario de film. Revenir de blessure juste à temps pour jouer contre son ex dans un match aussi important. La charge émotionnelle doit être énorme pour lui. On imagine qu'il a coché cette date dans son calendrier. Et cette envie de jouer, ce facteur humain, c'est aussi un levier, sur lequel les clubs peuvent parfois jouer. Hmm. Mais au-delà de l'émotion, il y a surtout une nécessité presque vitale pour Galatasaray. Le contexte est vraiment crucial pour comprendre ce qui va suivre. C'est-à-dire, l'article mentionne qu'ils sont 14e en Ligue des Champions, qu'ils ont besoin d'un résultat, mais c'est si grave que ça, la situation. C'est bien plus qu'une question de classement. La Ligue des Champions, pour un club comme Galatasaray, c'est une manne financière colossale. Chaque point, chaque place, ça représente des millions d'euros. Ah oui, d'accord. Et dans un championnat turc où l'économie est un peu fragile, une qualification peut changer toute une saison. En plus de ça, leur défense est décimée par les blessures. Ils sont à court de solutions. D'accord, je vois. Donc Jacobs n'est plus seulement un joueur important, il devient une sorte de solution d'urgence, même sur une jambe, quoi. Précisément, la pression du résultat est à son paroxysme. Et c'est cette pression qui nous amène au cœur du réacteur, au moment où cette histoire bascule de la chronique sportive à un vrai cas d'éthique. La conférence de presse de l'entraîneur, aucun Bourouk. C'est ça. Ah, on y arrive. C'est le passage de l'article qui est le plus fou. Je vais citer directement parce que c'est du jamais vu. L'entraîneur commence de manière assez classique. Oui, Nous avons essayé de faire s'entraîner Ismail Jacobs aujourd'hui, mais nous savons qu'il n'est pas à 100%. Bon, ok, ça arrive tout le temps. Mais la suite, la voilà. Mais nous devrons peut-être le faire jouer, même au risque d'une rechute. c'est glaçant de franchise. Mais c'est de la folie. Un coach qui admet ça noir sur blanc, devant les caméras. D'habitude, le discours, c'est la santé du joueur avant tout, on prendra aucun risque. La longue de bois habituelle, oui. Voilà. Et là, il dit l'exact inverse. Il met sur la table qu'il est prêt à casser son joueur pour gagner un match. Pourquoi? C'est une erreur de com ou c'est une stratégie?
C'est une excellente question. Et je pense que c'est pas une simple maladresse. C'est une communication de crise. En disant ça publiquement, il fait plusieurs choses. D'abord, il se couvre. Si Jacobs joue et se reblesse, personne pourra dire qu'il n'avait pas prévenu. Ah, bien vu. Il met la pression sur ses dirigeants, en mode « voyez dans quelle situation vous me mettez ». Et peut-être aussi, il envoie un message au joueur lui-même. « J'ai tellement besoin de toi que je suis prêt à prendre ce risque ». C'est tordu, mais pour être l'avocate du diable, on peut presque comprendre sa position. Le type est sur un siège éjectable permanent, son job dépend de ce match, il est payé pour gagner, pas pour gérer le calendrier de l'équipe du Sénégal. C'est brutal, mais est-ce qu'il fait pas simplement son travail finalement ? C'est tout le débat. Est-ce qu'il fait son travail d'entraîneur ou de manager de résultats à court terme? Ce qui est fascinant, c'est la justification qui suit, et que l'article met bien en lumière. Il se contredit en 10 secondes. Ah oui ? Il dit d'abord, je cite, « Parfois, les gens disent et pensent que nous faisons jouer des joueurs blessés, mais je dois les protéger. » C'est la posture du père protecteur, la ligne officielle. La phrase qu'on attend de lui. Exactement. Sauf qu'il enchaîne immédiatement avec « Car parfois, nous devons les faire jouer, nous devons prendre ces risques, mais de manière à ne pas nuire à leur santé. » Attends. Comment tu peux prendre le risque d'une rechute sans nuire à sa santé ? C'est un non-sens total. C'est un oxymore parfait. C'est une gymnastique intellectuelle qui révèle à quel point il est coincé. Il essaye de justifier l'injustifiable. C'est le reflet de la schizophrénie du football moderne, en fait. On veut des athlètes qui sont des machines, mais on les traite comme des pièces interchangeables qu'on pousse jusqu'à la rupture. C'est tout à fait ça. Et ce risque, cette tension, elle ne concerne pas que le club. C'est là que la situation prend une dimension internationale. Car si Ismail Jacobs rechute demain soir, C'est pas seulement Galatasaray qui perd un défenseur, c'est le Sénégal qui perd potentiellement un titulaire pour la Coupe d'Afrique des Nations, un tournoi qui démarre dans quelques semaines. et c'est là que l'article de Wisport sort l'info qui rend toute cette affaire encore plus folle. Le retournement de situation. L'article nous rappelle que ce même entraîneur, Okan Bourouk, il y a quelques jours à peine, tenait un discours radicalement opposé. Il avait déclaré publiquement que Jacobs et un autre joueur, l'Ivoirien Singo, Oui, n'étaient pas en mesure de jouer la CAN. C'est lui-même qui les déclarait forfait pour leur sélection. mais c'est la contradiction ultime. Comment un joueur peut être jugé inapte pour un tournoi dans un mois, mais potentiellement apte pour un match le lendemain, alors qu'il n'est même pas à 100%? La logique est introuvable. On a l'impression que le discours du club s'abatte en fonction de ses intérêts du moment. C'est plus qu'une impression. Il y a quelques jours, l'intérêt, c'était de décourager une convocation pour le garder au repos. Aujourd'hui, l'intérêt a changé, c'est de le faire jouer à tout prix. C'est d'un cynisme. Total. Et au milieu de tout ça, il y a le joueur. Le joueur, qui est la principale victime, il est placé dans une situation impossible. Un conflit de loyauté terrible. D'un côté, son employeur, celui qui verse son salaire, Des millions d'euros par an, oui. et qui lui demande de se sacrifier pour l'équipe. S'il refuse, il risque d'être mis au placard. Et de l'autre, son pays. Le maillot des Lions de la Teranga, la fierté de représenter des millions de Sénégalais, de défendre un titre de champion d'Afrique. S'il joue et qu'il se blesse, il trahit ses espoirs. C'est un dilemme cornélien. Quel que soit son choix, il sera critiqué. Tout à fait. Et l'article souligne bien les répercussions pour la sélection. Il est écrit que cette situation va certainement donner des idées plus claires à Pape Thiaw, le sélectionneur. C'est une formule un peu diplomatique, je trouve. Ah oui, tu penses? Moi, je dirais que ça le plonge plutôt dans un cauchemar absolu. Il se retrouve totalement dépendant d'une décision sur laquelle il n'a aucun contrôle. C'est ça. À quelques jours de devoir annoncer sa liste définitive. Idée plus claire, ça veut dire que maintenant il sait. Il sait que le club de Jacobs est prêt à le sacrifier. Le risque n'est plus théorique, il est explicite. Vu comme ça. Pape Thiaw doit se demander, est-ce que je peux construire ma défense autour d'un joueur qui est une bombe à retardement? Est-ce que je le sélectionne en priant pour qu'il sorte indemne du match? Ou est-ce que j'active tout de suite en plan B? Le doute est instillé de la pire des manières. Et pour ne rien arranger, le coach de Galatasaray entretient ce doute jusqu'au bout. L'article se termine sur cette note de suspense. Insoutenable. Oui, la dernière citation de Bureau qui est très révélatrice, il dit « Jacobs sera dans le groupe, on fera le point sur son état avant le match, on prendra une décision à son sujet. » En d'autres termes, la décision sera prise au tout dernier moment, probablement après un test à l'échauffement. Voilà. Le feuilleton va durer jusqu'aux dernières minutes avant le coup d'envoi. C'est un scénario incroyable. Si on résume, on a la santé et la carrière d'un joueur en jeu, les ambitions économiques d'un grand club européen et les espoirs de toute une nation championne d'Afrique. Et tout ça, suspendu à une seule décision.
C'est bien plus que du football. Cet article capture vraiment l'essence des pressions invisibles du sport de haut niveau. Une simple blessure musculaire devient le catalyseur d'un drame humain, économique et national. On voit comment les joueurs sont de plus en plus vus comme des actifs, des ressources à optimiser. Mais il y a une question qui reste en suspens. Une voix qu'on n'entend pas dans toute cette affaire. La voix du joueur. Exactement. Au-delà des calculs des uns et des espoirs des autres, quelle est la place de la volonté d'Ismaël Jacobs lui-même? L'entraîneur dit « on prendra une décision à son sujet ». Il ne dit pas « on décidera avec lui ». Dans ce système où les pressions sont si écrasantes, où les enjeux se comptent en millions, quelle est la marge de manœuvre réelle d'un athlète quand son coach décide de prendre un risque avec son corps, son outil de travail, sa carrière? Est-il vraiment libre de dire non? C'est la question qui hante cette histoire.